Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette visioconférence IRIS Hachette Éducation. Nous allons passer ensemble 1h30 autour des nouveaux enjeux géopolitiques du sport. Je vais vous présenter nos intervenants. Alors, d'abord, Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, spécialisé sur la géopolitique du sport et la Russie. Euh, Fanny Mayoviel, professeure agrégée de géographie. Elle enseigne l'histoire-géographie et la spécialité géopolitique au lycée Jacques Decour à Paris. Henri Simoneau, professeur agrégé d'histoire, il enseigne la géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Bellevue à Albi. On va vous proposer 3 temps pour cette visioconférence. Dans un premier temps, Lucas Aubin nous présentera son parcours de chercheur. Dans un deuxième temps, un dialogue entre Fanny Mayoviel, Henri Simoneau et Lucas Aubin autour des enjeux géopolitiques du sport et à partir de certaines thématiques des programmes de spécialité de première et de terminale. Et enfin, un troisième temps où nous répondrons à vos questions. Vous pouvez poser ces questions dans l'onglet questions et réponses de la plateforme Zoom. Donc voilà les 3 temps que nous vous proposons. Alors, je vous précise que cette visioconférence est enregistrée pour une rediffusion prochaine qui permettra au plus grand nombre de la suivre, de la regarder. Voilà. Je vais donc laisser la parole à Lucas Aubin, qui va d'abord nous présenter son parcours de chercheur et comment les enjeux géopolitiques du sport sont devenus pour lui un objet de recherche. Bonjour, merci beaucoup Gaël pour votre présentation. Déjà, bienvenue à tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vois à peu près 120 personnes, donc ce qui est évidemment conséquent. Pour commencer, je vais effectivement essayer de vous présenter un peu mon parcours, non pas parce que c'est forcément intéressant en tant que tel, mais pour vous montrer justement comment j'en suis arrivé en fait à traiter du sport en tant qu'objet d'étude géopolitique. Et sachant qu'à l'origine, moi, je travaillais sur la géopolitique de la Russie. Ça faisait une dizaine d'années, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur la géopolitique de la Russie. Et on était en 2014, donc au moment des Jeux Olympiques de Sotchi, Jeux Olympiques d'hiver. Je vivais à l'époque à Moscou. Et en fait, de fil en aiguille, à force de voir l'événement avancer, donc de voir les JO, de voir l'impact que ça avait sur la population, etc., j'ai commencé à me poser des questions justement sur les objectifs en fait, politiques et géopolitiques visés par le régime russe en accueillant un événement comme les Jeux Olympiques d'hiver et en faisant quelque chose d'assez, disons, grandiose d'un point de vue des représentations, d'un point de vue du financement, etc. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2014, quand on a ces Jeux Olympiques d'hiver qui se tiennent, on parle des Jeux Olympiques d'hiver les plus chers de toute l'histoire. Donc, on est sur à peu près 50 milliards de dollars de dépensés pour la tenue de cet événement. Et pour la petite histoire, il s'avère que je suis allé à Sotchi, justement, sur le site olympique de Sotchi, quelques semaines après l'événement. Et alors que quelques semaines auparavant, on avait toutes les caméras du monde entier qui étaient braquées sur Sotchi, qu'on avait des journalistes qui avaient fait des déplacements un peu partout, qui venaient d'un peu partout de la planète pour justement voir cette fameuse ville olympique. Quand j'y suis allé, moi, elle était vide. Elle était vide et elle était déjà quasiment abandonnée, ou en tout cas, elle semblait l'être. Et c'est précisément à ce moment que j'ai eu l'idée d'écrire une thèse justement sur les nouveaux enjeux géopolitiques du sport russe. Et j'ai cherché justement pendant ensuite à peu près 6 ans à, disons, comprendre le mécanisme politico-économico-sportif du pouvoir russe, en fait. Et l'objectif, c'était finalement d'utiliser le sport ni plus ni moins que comme un prisme pour comprendre le système de Vladimir Poutine. Alors, c'est évidemment d'actualité, puisque maintenant, depuis le 24 février dernier, la Russie a été exclue du sport mondial, en fait. Vous le savez probablement, le CIO a appelé à son exclusion systématique de toutes les fédérations sportives internationales, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas d'ailleurs, mais en grande majorité si.
Et dans le même temps, la FIFA, donc la Fédération internationale de football association, a effectivement exclu la Russie, qui devait passer les barrages pour participer potentiellement à la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors rien ne dit que la Russie aurait gagné ces barrages, mais en tout cas, ça signifie qu'elle a été exclue du mondial. Bref, tout ça pour vous dire que après 6 années de travaux sur la géopolitique du sport en Russie, j'ai mieux appréhendé comment aujourd'hui les nouvelles puissances et aussi les anciennes puissances utilisent le sport à l'échelle internationale pour faire valoir leurs valeurs comme un outil de soft power, pour attirer des investisseurs, pour ce qu'on dit exister sur la carte, etc., etc. Et donc, je me réjouis aujourd'hui de partager avec vous mes recherches et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on pourrait peut-être se demander depuis quand en fait le sport est un objet d'étude en géopolitique. Vous n'êtes pas le premier en l'occurrence, mais ce n'est pas non plus une approche qui est si ancienne que ça en géopolitique. Et peut-être qu'au-delà de ça, quelles sont les problématiques qu'on retrouve, les problématiques privilégiés, les angles d'attaque privilégiés, les fameux nouveaux enjeux du sport, vous les avez évoqués ici, et peut-être aussi quels sont les acteurs du sport. On pense aux États. Alors vous avez cité Vladimir Poutine, mais c'est sans doute pas le seul à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Alors, concrètement, les recherches sur la géopolitique du sport, donc le sport en tant qu'objet d'étude géopolitique, c'est finalement assez récent, hein, ça remonte aux années 90. Généralement, on attribue la paternité de ces recherches à Pascal Boniface, qui a évidemment très largement ouvert le sujet, qui a écrit de nombreux livres et qui a contribué finalement à démocratiser un peu, disons, cet objet d'étude. Évidemment, c'est lié à plusieurs choses. En fait, cette apparition tardive, déjà d'une part, c'est lié au fait que la géopolitique est évidemment une discipline qui est revenue sur le devant de la scène en France de façon assez tardive. On sait que c'est Yves Lacoste, notamment dans les années 70, qui a commencé à redorer le blason, entre guillemets, de la géopolitique, puisque cette discipline avait été utilisée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, et que au lendemain justement de la Seconde Guerre mondiale, on l'avait quelque part, oui, on l'avait banni en fait du champ universitaire, prétextant effectivement que ça pouvait être utilisé à mauvais escient, etc. Évidemment, Yves Lacoste est arrivé dans les années 70. Là, ils ont redémocratisé peu à peu, et c'est que dans les années 90 qu'on a commencé à en parler à travers le sport. Et longtemps, même dans les années 90, même au début des années 2000, ça n'était pas nécessairement pris au sérieux. Disons que le sport était vu comme une bagatelle, un loisir, quelque chose finalement qui était peu important d'un point de vue politique et géopolitique. Sauf que dans le même temps, donc années 90, années 2000, années 90, on est au lendemain de la chute de l'Union soviétique, l'ordre mondial, entre guillemets, commence à se redéfinir. Dans un premier temps, on a les États-Unis qui finalement tentent d'avoir une certaine hégémonie à l'échelle planétaire, sauf que si l'Union soviétique s'est effondrée, c'est pour mieux laisser apparaître d'autres puissances qui ont commencé à justement influer sur la géopolitique mondiale. Et je pense évidemment en premier lieu à la Chine, qui est arrivée sur le devant de la scène, notamment à travers le sport, de façon assez rapide en réalité. Et la Chine est un exemple, mais il y en a plein, en fait. On le voit, la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement, c'est un exemple, puisque cette Coupe du monde est accueillie par le Qatar, une monarchie pétrolière, effectivement, ou gazière en tout cas, qui a suffisamment de moyens aujourd'hui pour exister à l'échelle internationale. Et donc, au lendemain de la chute de l'URSS, on a une redéfinition de la géopolitique mondiale, et finalement, le sport se démocratise. Il devient un outil qui peut être utilisé par de nombreux États. Il faut savoir qu'avant 1991, le sport était avant tout utilisé par les puissances occidentales et par l'Union soviétique. Mais globalement, on avait peu finalement de pays émergents ou d'autres pays, que sais-je en tout cas, qui pouvaient l'utiliser pour plein de raisons. La première étant que le sport moderne, qui est apparu au début du 19e siècle en Angleterre, qui
s'est démocratisé ensuite dans le monde entier durant le XXe siècle, en fait, ce sport moderne était l'apanage des puissances occidentales. En réalité, de par sa construction, que ce soit le CIO, que ce soit la FIFA, c'était des organes finalement qui étaient dirigés par des hommes, la plupart du temps, occidentaux, avec des valeurs occidentales. On peut penser évidemment en premier lieu à Pierre de Coubertin, qui est peut-être le meilleur exemple pour comprendre ça. Donc Pierre de Coubertin, donc le père des Jeux olympiques modernes, hein, donc en 1894, qui crée le CIO, Comité international olympique, en 1894, et qui organise les premiers Jeux olympiques en 1896. Pierre de Coubertin avait une politique qui était très claire. Et lui, il disait que les colonies ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques. Il disait aussi que les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques. Tout ça pour dire qu'il avait des idéaux qui étaient conformes, entre guillemets, aux valeurs occidentales. Et longtemps, en fait, le sport était du coup l'apanage des puissances occidentales, avec évidemment une différence durant la guerre froide, où on a pu voir effectivement l'Union soviétique s'imposer dans ce paysage-là. Mais globalement, c'était les puissances occidentales qui gouvernaient le sport. Et en fait, depuis 1991, on a vraiment une redéfinition des aspects géopolitiques du sport. Et c'est, je crois, une des raisons pour laquelle aujourd'hui énormément de chercheurs commencent à s'intéresser justement à cette discipline qui nécessite d'être défrichée, puisque en réalité, il nous manque plein d'informations. Il y a plein d'études qui pourraient s'ouvrir sur différents sujets, bien entendu. L'un des sujets, moi personnellement, qui me passionne, c'est l'étude effectivement des systèmes politiques, que ce soit des pays occidentaux, non occidentaux, démocratiques, non démocratiques, mais l'étude de ces systèmes par le prisme sportif. Et justement, je parlais de bagatelle tout à l'heure pour parler du sport. En réalité, ce serait peut-être la bagatelle la plus sérieuse du monde, pour reprendre une phrase assez connue. Et cette bagatelle, elle est évidemment prise au sérieux par les gouvernants, souvent, mais elle est aussi une façon de pouvoir étudier leur système en prenant un peu de côté, disons, l'angle habituel, qui est souvent un angle très classique d'étude étatique du système, etc., etc. Voilà pour répondre à votre question. Et sur les acteurs alors à prendre en compte dans la géopolitique du sport, au-delà des États? Alors, donc effectivement, premiers acteurs, premiers acteurs, effectivement, les acteurs étatiques, ceux que j'ai mentionnés jusqu'à présent, mais ce ne sont pas forcément les acteurs les plus importants. En réalité, le sport a ça d'intéressant qu'il est transnational, qu'il est un fait social total, comme on dit, d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire qu'il touche tout le monde, partout sur la planète, qu'on le veuille ou non, en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement être exclu du champ sportif, puisque n'importe qui, aujourd'hui, est concerné par cela. Et donc, de fait, on a des institutions, et ça, c'est la deuxième catégorie d'acteurs, c'est les institutions transnationales du sport qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. Donc, ce sont les fédérations internationales, donc du sport, de chaque sport, donc Fédération internationale de handball, Fédération internationale de football, etc. etc. Ensuite, on a évidemment le CIO, donc le Comité international olympique, qui est probablement l'organe sportif le plus puissant de la planète actuellement, puisque c'est lui qui décide quel sport peut participer aux Jeux olympiques, quel sport ne peut pas participer aux Jeux olympiques. Et quand on sait, évidemment, que les JO d'hiver d'été, avec la Coupe du monde de football, sont les événements les plus regardés de la planète, toutes catégories confondues, on comprend mieux l'importance à la fois pour les sports, les athlètes, mais aussi pour les États, finalement, de faire reconnaître les sports dans lesquels ils sont les plus performants, par exemple. Donc, on a ces acteurs-là, donc les fédérations internationales du sport, les institutions transnationales du sport. Ensuite, on a évidemment les acteurs économiques. Donc, d'une part, on a les sponsors. Les sponsors, donc on peut citer peut-être les plus connus, c'est effectivement Nike, Adidas, Red Bull, par exemple. Donc, qui sont des entreprises extrêmement puissantes, qui sont parfois d'ailleurs comparées à des États, tellement elles sont puissantes, ces entreprises, qui en fait financent ou participent de la financiarisation
du sport à l'échelle internationale. Et on les retrouve dans de nombreuses compétitions, sponsorisant aussi de nombreux clubs et de nombreuses fédérations. Autre acteur, évidemment, acteur important, c'est forcément les clubs en tant que tels. Donc les clubs, les clubs qui correspondent généralement à des villes, à des quartiers ou à des régions. Et ces clubs, évidemment, donc football, rugby, enfin, qu'importe le sport, ces clubs ont évidemment une influence à l'échelle nationale souvent. Et parfois, quand ces clubs ont une aura très importante, ils peuvent avoir une influence mondiale. Évidemment, les clubs de football sont probablement les plus connus, puisque le football est le sport le plus populaire de la planète aujourd'hui. Et on a des clubs États quasiment, que sont le FC Barcelone, par exemple, que sont le Real de Madrid, Manchester United, Manchester City ou le Paris Saint-Germain maintenant, qui sont en fait tellement puissants d'un point de vue à la fois de leur notoriété, mais aussi d'un point de vue économique, qu'ils permettent de faire rayonner des États, des villes, des régions à l'échelle planétaire. Et en ce sens, ils deviennent aussi des enjeux géopolitiques, en réalité. Donc, on a cette catégorie d'acteurs également. Voilà. Donc, je dirais qu'on peut se limiter à ceci pour le moment. Après, probablement que d'autres viendront dans la discussion. Et les sportifs, par exemple? Très bonne question. Effectivement, les sportifs deviennent des acteurs en tant que tels, notamment ceux qui ont acquis en fait une notoriété idem transnationale. On peut penser évidemment les plus connus probablement, mais c'est Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James, etc., etc. Donc souvent des hommes, mais pas uniquement. On peut penser aux sœurs Williams, par exemple, les tenniswomen aux États-Unis. Et en fait, tous ces acteurs du sport, ces athlètes, participent finalement de la mutation du sport à l'échelle internationale, puisqu'ils transmettent aussi des valeurs. Ils font passer des messages, ils participent à des clips, à des tournées promotionnelles, ils tiennent des discours, etc., etc. Donc, en ce sens, ils sont aussi des acteurs. Et c'est vrai que vous avez raison. On a vu notamment récemment Kylian Mbappé, par exemple, s'opposer en interne au Paris Saint-Germain pour devenir indépendant lui-même des sponsors, en fait, et pouvoir les choisir. Et ça, c'est assez nouveau et c'est assez intéressant parce que jusqu'à présent, les sponsors imposaient leurs lois au club parce que c'était les sponsors qui arrivaient avec les plus grosses sommes d'argent qui pouvaient, du coup, ça justifiait finalement leur emprise financière sur le club et parfois, du coup, l'image de ce club. Kylian Mbappé, en expliquant justement à ses sponsors et à son club qui souhaitait désormais lui-même faire ses propres choix, marque peut-être la naissance d'un nouveau type d'athlète, en fait, qui aurait plus d'indépendance et qui serait encore plus puissant que jusqu'à présent. Alors, je vous remercie. Maintenant, on va passer, là, c'était une introduction. On aimerait cibler un peu nos questions après sur deux axes qui correspondent en fait à deux parties des programmes de spécialité d'AGGSP. Alors, tout d'abord, un axe autour de sport et puissance qui s'adresse plutôt aux classes de première. Puis après, on abordera plutôt une thématique autour du sport et du développement durable. Alors, en ce qui concerne le sport et la puissance, donc on a parlé tout à l'heure de la puissance du CIO, de la FIFA, et leurs dirigeants nous rappellent souvent le caractère apolitique et non partisan des grands événements sportifs. Mais l'exclusion de la Russie nous montre bien que c'est pas le cas. Et donc, on voudrait savoir si donc cette exclusion de la Russie est inédite et est-ce qu'on assiste souvent à ce genre de bras de fer entre les grandes puissances? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de poser comme question. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint, mais très, très, très court, que je vais essayer de ne pas le faire trop long, mais pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, attendez, je vais juste le mettre en plein écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? On voit bien? Oui. Ok, très bien. Alors, concrètement,
Donc, on parle de l'exclusion de la Russie, effectivement, qui est un précédent dans l'histoire du sport, qui est vraiment c'est une décision extrêmement importante de par son ampleur, etc. Et au-delà de la Russie, peut-être que vous avez vu que la semaine dernière, Emmanuel Macron expliquait que le sport devait être séparé de la politique. Et évidemment, cette phrase était en soi extrêmement politique, puisqu'on connaît les liens entre la France et le Qatar. On sait que depuis à peu près 2011, la France et le Qatar nouent un partenariat très important, aussi bien d'un point de vue diplomatique, économique, etc. Et donc, c'était une façon finalement de la part d'Emmanuel Macron de tendre la main au Qatar. Mais bref, tout ça pour vous dire que le sport a toujours été politique, et ce depuis très longtemps. Ce que vous voyez sur l'écran, justement, ce sont les Jeux panhelléniques qui se tenaient en Grèce antique, à peu près depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ces Jeux se sont tenus tous les 4 ans dans différentes cités grecques pendant environ, à peu près, environ 1000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, évidemment, donc ces Jeux antiques n'étaient pas transnationaux, ne se déroulaient pas sur différents continents, etc. Bien entendu, les moyens ne le permettaient pas. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que c'était des Jeux qui se tenaient, qui faisaient concourir des athlètes issus de différentes cités. Et ces athlètes représentaient chacune de ces cités. Donc, on avait des cités rivales, par exemple, notamment Sparte et Athènes, qui, à chaque édition, cherchaient à prouver que telle cité était supérieure à une autre. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est pour montrer que finalement il y a une forme de continuité, c'est que certaines cités tentaient de tricher pour justement obtenir plus de médailles, plus de lauriers plutôt, que ses opposants. Et on sait notamment que Sparte, par exemple, avait fait naturaliser de façon illégale certains athlètes athéniens jugés plus performants dans tel ou tel sport. Et évidemment, Sparte s'était fait prendre et avait du coup été exclu pendant quelques années des Jeux antiques. Donc, on parle d'exclusion pour la Russie, finalement, il faut remonter à très loin pour en voir d'autres en réalité. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Sparte avait également été exclue durant quelques années parce qu'elle avait bafoué la règle numéro 1, qui était la trêve olympique, à savoir les cités ne devaient pas combattre pendant les 2 semaines que duraient les Jeux antiques. Voilà, donc ça c'est pour remonter donc finalement à il y a à peu près environ 2000 ans. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est forcément le sport dit moderne, donc le sport moderne qui est né, comme je le disais tout à l'heure, en Angleterre au début du 19e siècle et qui s'est diffusé de façon très rapide partout sur la planète. Concrètement, il y a eu 3 pôles de diffusion du sport moderne, 3 pôles majeurs que vous pouvez voir sur la carte derrière moi. Donc, on a évidemment le pôle européen, qui est le pôle le plus important et qui se traduit notamment par la diffusion du football, où on va voir justement dès la moitié du 19e siècle le football se déployer partout sur la planète pour voir en seulement 100 ans passer le football d'un sport mineur à un sport majeur qui va véritablement, pour le coup, toucher la quasi-totalité de la planète, donc le pôle européen du sport. On a le pôle nord-américain, qui, lui, va commencer à se déployer à travers le monde au début du XXe siècle et qui a cette particularité de créer ses propres sports avec ses propres règles. Et c'est en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis, que vont naître énormément de sports complètement inexistants jusqu'à présent. Donc, on peut penser au basketball, par exemple, on peut penser au volleyball. Et la particularité des États-Unis, notamment, ça va être de se réapproprier les sports étrangers. C'est pour ça, par exemple, que si on appelle football en Europe, on l'appelle soccer aux États-Unis, entre autres choses. Et enfin, 3e pôle, qui est peut-être moins connu, 3e pôle émetteur, c'est le pôle asiatique, particulièrement le pôle japonais, avec la diffusion massive, on oublie souvent, mais des sports de combat, des arts martiaux, qui vont véritablement, dès le premier quart du XXe siècle, traverser les océans, traverser les frontières pour toucher aujourd'hui l'ensemble de la planète. On parlait de Russie, Vladimir Poutine est par exemple un grand fan de judo
et le judo vient évidemment du Japon. Bref, très rapidement, le sport va devenir un enjeu géopolitique majeur durant le XXe siècle. Là, vous pouvez le voir avec la carte que je viens de montrer. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est justement les différents régimes et leurs différents usages du sport. Donc, sur cette carte, j'avais catégorisé en gros 3 types de régimes, grossièrement, hein, donc les régimes démocratiques, les régimes fascistes et le régime communiste, en gros. Et donc, on va voir que chacune de ces puissances va chercher, durant la première moitié du XXe siècle, à s'approprier le sport pour faire valoir ses propres intérêts. Et donc, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a les Jeux interalliés de 1919 qui vont se tenir en France et qui vont être financés par les États-Unis. Et ces Jeux interalliés vont exclure tous les vaincus de la Première Guerre mondiale. Donc là, on est déjà sur une politisation du sport. Puis, évidemment, par la suite, on va assister à une véritable scission géopolitique du sport à l'échelle internationale, puisque, d'une part, on va avoir les Jeux dits occidentaux, dits bourgeois, etc., qui vont être représentés par le CIO et les Jeux olympiques. Et en face, on va avoir l'Union soviétique, toute naissante, donc de la révolution de 1917, qui va, l'Union soviétique, décider de construire son propre modèle sportif international. Et donc, on va avoir pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, en gros, entre 1928 et 1952, on va avoir 2 mondes sportifs qui vont s'opposer. Donc, le monde dit occidental, dit bourgeois selon les soviétiques, et le monde sportif soviétique, dit communiste, et ces 2 modèles vont s'opposer. Donc, concrètement, on aura d'une part les Jeux olympiques, organisés par le CIO, donc qui vont faire valoir finalement les modèles démocratiques occidentaux, etc. Là où en face, on aura ce qu'on appelle les Spartakiades, donc peut-être que vous en avez entendu parler, donc les Spartakiades étant l'équivalent en fait des Jeux olympiques, mais pour les pays communistes. Et fait anecdotique, mais quand même intéressant, durant ces Spartakiades vont être expérimentés des nouveaux modèles sportifs. Par exemple, on va avoir une nouvelle façon de faire du football pour justement être plus proche de l'idéologie communiste, puisque l'idéologie communiste disait que finalement les hommes devaient être égaux sans s'écraser l'un l'autre, et forcément le sport était une allégorie pour l'Union soviétique finalement du capitalisme, et qu'il fallait le bannir. Et du coup, on avait eu différents matchs de football avec des nouvelles règles qui étaient tout à fait différentes des règles occidentales. Et par exemple, il y avait eu un match où justement il y avait des arbitres qui notaient la qualité des 2 équipes. Et ce n'était pas l'équipe qui avait marqué le plus de buts qui remportait le match, mais c'était l'équipe qui avait produit le plus beau jeu. Et donc, on avait une note, comme en gymnastique, sur 10, produite par chaque arbitre. Alors, évidemment, ça n'a pas du tout eu de succès, hein, et même les soviétiques se sont plaints. Et donc, du coup, on est revenu finalement à une règle plus classique. Bref, tout ça pour vous dire que ça, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir une URSS qui va chercher à intégrer le sport international via le CIO et la FIFA. On va avoir, vous le voyez derrière moi, l'arrivée massive des pays africains dans le sport international avec la décolonisation. Et là, on va voir justement que le sport va jouer un rôle très important dans, justement, d'une part, dans l'indépendance des pays africains, et d'autre part, dans l'affirmation de leur identité nationale. Et là, on le voit sur le schéma que je vous ai mis. S'il y avait en 1948 au JO de Londres 2 nations africaines qui participaient à cette édition, si vous allez quelques années plus tard, en 1972, vous en avez 30, puis en 1996, 52, jusqu'à avoir la quasi-totalité selon les éditions en fonction des athlètes qualifiés, etc. Mais globalement, aujourd'hui, vous avez, grâce au sport, vu naître de nombreuses nations africaines qui ont, par exemple, utilisé le football pour contester. Il faut se souvenir que, par exemple, l'Algérie avait construit, l'Algérie française à l'époque, avait
créer une équipe indépendantiste de football algérienne pour justement faire valoir ses intérêts et pour justement obtenir son indépendance, ce qui avait permis à terme du coup de l'IED, effectivement. Et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a la guerre froide du sport, on a effectivement les États-Unis qui s'opposent à l'Union soviétique, qui révèlent un monde bipolaire, etc. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1991, l'Union soviétique chute et en lieu et place d'un monde bipolaire, on a un monde multipolaire qui émerge. Sauf que, problème, et ça va répondre peut-être un peu tardivement, mais ça va répondre à votre question d'origine, on voit que, avec les cartes derrière moi, que finalement, si le sport devient un élément géopolitique mondial qui peut être utilisé par la plupart des États, en réalité, il est toujours centralisé, ce sport, au sein des nations occidentales. Évidemment, là, vous voyez sur les deux cartes, en gros, les deux cartes montrent où se situent les principales fédérations internationales du sport, les principales instances du sport international. Et forcément, vous n'êtes pas sans savoir que la grande majorité se situe en Suisse, forcément pour des raisons officiellement de neutralité, mais aussi pour des raisons officieuses de fiscalité, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, les instances internationales du sport se disaient apolitiques, se disaient neutres. L'objectif, c'était justement de pouvoir exister, qu'importe les régimes politiques qui existaient à travers la planète, etc. Et l'objectif, c'était de ne pas porter de jugement moral sur tel pays hôte, tel pays organisateur, tel régime politique, la nature démocratique, autoritaire ou non, etc. de tel pays. Et l'objectif, c'était véritablement, du coup, de dire que le sport permettait de rapprocher les peuples, un peu comme la trêve olympique à l'époque d'Athènes et de Sparte, par exemple. Ça remonte aussi loin, hein, en réalité. Mais, comme vous l'avez mentionné, évidemment, le sport est politique. Le sport est politique et le sport prend des décisions politiques. Et on l'a vu pas plus tard qu'il y a 8 mois maintenant, au lendemain de l'invasion, le jour même de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le CIO a tout de suite pris une décision, et c'était la première, je ne sais plus exactement chronologiquement dans la journée, mais c'était une des premières instances, pays compris, à prendre une décision ferme et définitive contre la Russie. Et la décision a été de publier un communiqué pour demander à toutes les fédérations internationales du sport d'exclure la Russie du sport mondial. Et ce faisant, le CIO a pris une décision politique majeure. Alors, il y avait eu quelques précédents dans l'histoire, pour répondre à votre question. Il y en avait eu deux principaux. Il y a eu l'exclusion de l'Afrique du Sud en raison de l'apartheid à partir du début des années 70 jusqu'à la libération de Nelson Mandela, en gros, donc entre 70 et 1990. Et on a eu aussi l'exclusion de la Yougoslavie du sport mondial entre 1992 et 1994. C'était les deux précédents. En fait, les deux précédents, disons, qu'on peut utiliser pour véritablement comparer. En fait, parce que évidemment, on ne peut pas comparer avec l'exclusion de Sparte à l'époque antique. Les États-nations n'existaient pas, enfin, ça serait complètement anachronique. Mais en l'occurrence, il y avait deux précédents par rapport à la Russie, c'est ceux que je viens de citer. Voilà. Mais du coup, quels vont être techniquement, quels sont les enjeux pour la Russie de cette exclusion du sport mondial? Bon, alors, pour l'État, pour Vladimir Poutine, on le voit bien, mais il y a aussi d'autres acteurs. Il y a, on peut penser aux oligarques, certains oligarques, on peut penser à des sponsors, Gazprom par exemple, qui est un des principaux sponsors, notamment du football. Et ou alors quelle est la stratégie sportive, alors s'il y en a une, de Poutine visant peut-être à essayer de retrouver une place, alors peut-être pas sur le devant de la scène, dans le sport mondial, enfin sur la scène sportive en tout cas. Ce que vous voyez derrière moi, justement, c'est un schéma qui illustre le fonctionnement politico-économico-sportif en Russie. En gros, c'est un schéma que j'avais réalisé pour ma thèse, justement.
Et en fait, j'avais essayé de comprendre justement concrètement, qui gouvernait le sport en Russie, qui possédait les fédérations, qui possédait les clubs, etc. etc. Et en fait, j'ai fait un exercice tout simple, hein. J'ai essayé de voir qui était à la tête des fédérations sportives les plus, disons, populaires en Russie. Donc là, vous avez sur ce schéma la fédération de judo, la fédération russe de hockey sur glace, de tennis, de lutte, de handball, des échecs, de boxe et de football. Donc en clair, les sports les plus populaires en Russie. Il s'avère que toutes ces fédérations sont dirigées soit par un ou plusieurs hommes issus du premier ou du deuxième cercle de Vladimir Poutine. Donc vous avez des hommes politiques, évidemment, mais vous avez aussi des oligarques ou des anciens sportifs. Et il s'avère que, vous savez, Vladimir Poutine est un sportif amateur aguerri, on va dire, et il aime s'entourer de ses partenaires de judo, il aime s'entourer d'anciens athlètes soviétiques ou russes, il aime pratiquer lui-même le sport, et il aime se mettre en scène en train de faire du sport, et si bien que, évidemment, il a construit un système à son image, un système, disons, clientéliste du sport, où en réalité, les hommes et les femmes qui financent, qui participent, disons, à la grandeur du sport russe, alors peuvent accéder au corps du président et peuvent accéder finalement véritablement à la cour en fait, du président russe. Il y a vraiment cette dimension-là qui est assez importante à comprendre. Et donc concrètement, il avait mis en place une stratégie entre 2000 et 2018, une stratégie pour faire en sorte que la Russie règne sur une partie du sport mondial, non pas sur l'ensemble du sport mondial, mais en tout cas retrouve une place prépondérante dans le sport international. Et cette stratégie, elle était simple, c'était utiliser 3 catégories d'acteurs pour pouvoir redresser le pays. Donc d'une part, il a demandé très rapidement, dès 2002, aux oligarques de financer les infrastructures sportives, donc la construction, la reconstruction des infrastructures sportives. Il a demandé aux hommes et aux femmes politiques de mettre tout en œuvre pour justement obtenir des événements sportifs lors des comités organisés par le CIO, la FIFA, etc. Et il a missionné ces athlètes nationaux, donc anciens athlètes soviétiques ou jeunes athlètes russes, pour justement inciter la population russe à pratiquer un sport, à, disons, améliorer en fait le niveau sportif global de la Russie, et pour non pas seulement faire de la Russie une puissance sportive qui accueillerait énormément d'événements sportifs, mais pour aussi faire de la Russie une puissance sportive tout court en termes de résultats pour remporter ces compétitions. Et donc ça a fonctionné, puisque, dans un premier temps en tout cas, puisque en 2014, la Russie a accueilli les JO de Sochi, et mieux pour Vladimir Poutine, elle les a même remportés, contre toute attente à l'époque. Il s'avère que, et on l'a su quelques mois plus tard, le pouvoir russe avait organisé un système de dopage d'État pour parvenir à ses fins. Et finalement, donc, après avoir enchaîné quelques succès, donc l'accueil de nombreux événements sportifs, le fait que la Russie a commencé à rayonner grâce, je ne sais pas, on peut penser à la Coupe du monde de football, évidemment, de 2018, qui a contribué finalement à mettre la Russie au centre du monde pendant quelques temps. S'il y a évidemment eu des succès, il y a aussi eu beaucoup d'échecs. Et ces échecs montrent une chose, c'est que le sport aujourd'hui est une arme, véritablement une arme de soft power, une arme de puissance en tout cas, mais c'est une arme qui est difficile à maîtriser pour les États. Parce qu'en fait, dans un stade, par exemple, quand vous avez des supporters, etc., ceux-ci peuvent s'emparer de l'événement pour l'utiliser d'une façon politique. On l'a vu pas plus tard qu'il y a 2 jours de ça. Vous avez vu le match probablement avec l'équipe iranienne qui justement a décidé de ne pas chanter l'hymne de son pays pour justement s'opposer au régime iranien qui réprime actuellement les hommes et les femmes dans la rue lors de manifestations, etc. Donc tout ça pour dire que le sport est une arme à double tranchant, qu'elle est difficile à maîtriser, mais les États continuent
chercher à se l'approprier parce qu'elle permet effectivement beaucoup de choses. Quand vous avez un événement comme la Coupe du monde de football ou les JO de Sochi, ou les JO tout court, pardon, c'est pas moins de la moitié de la planète qui vont les regarder. En fait, qui va les regarder, pardon. Et 4 milliards de personnes, c'est quand même une publicité assez fantastique. Et forcément, c'est là que j'en viens à la Russie et je terminerai du coup là-dessus. Mais pour Vladimir Poutine, être exclu du sport mondial après tous ces moyens dépensés pendant une vingtaine d'années à peu près, c'est véritablement un échec. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est-à-dire qu'on lui a ôté un outil politique qu'il avait patiemment construit, en fait. Il s'avère que le CIO, la FIFA, etc., en prenant cette décision, sont véritablement sortis du bois et désormais, elles ne pourront plus, ces instances internationales du sport, faire comme si le sport était apolitique, puisqu'elles ont pris une décision qui, là, était extrêmement politique, justement. Alors, justement, sur le sport qui nous révèle un ordre mondial, hein, vous parliez d'un monde multipolaire avec des États qui émergeaient. Pour prendre un exemple, pourquoi les États du Golfe, puisque la Coupe du Monde est au Qatar, pourquoi les États du Golfe ont-ils fait du sport une priorité politique? Il y a peut-être d'autres choix possibles. Pourquoi le sport? Alors déjà, je vous ai mis en arrière-plan, enfin, sur les écrans, une carte justement qui montre de façon assez simplifiée évidemment les nouveaux pôles de puissance du sport depuis 1991 en gros. Et on en voit émerger plusieurs. On voit donc effectivement l'Occident, toujours très présent, forcément. Hein. Probablement, l'Occident est toujours la principale puissance sportive de la planète. On voit donc les pays qui restent en marge aujourd'hui du sport mondial. Donc, on a évidemment une partie de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est et surtout la majeure partie du continent africain. Donc ça, c'est pour les marges. Et on a vu justement apparaître de nouvelles puissances du sport. D'une part, les pays émergents, donc évidemment les fameux BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc bon, la Russie étant un pays qu'on peut difficilement qualifier d'émergent parce qu'il était l'antagoniste américain durant la guerre froide, mais disons qu'il est redevenu, la Russie est redevenue une grande puissance à travers le sport notamment. Mais globalement, on a ces pays émergents qui ont cherché à s'approprier le sport international. Et on a eu effectivement les monarchies pétrolières et gazières, pour répondre à votre question, qui sont arrivées sur le devant de la scène très tôt finalement, hein, dès la fin des années 90, en cherchant à investir le sport. Il s'avère que ces monarchies pétrolières et gazières, donc sont les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite notamment, cherchent à préparer l'après-gaz et l'après-pétrole. Évidemment, les ressources ne sont pas infinies, et ça dépend d'ailleurs des pays en question. Pour le Qatar, par exemple, on estime que dans une centaine d'années, les réserves de gaz seront à sec. Et donc, il faut, pour le Qatar, en tout cas pour les dirigeants du Qatar, trouver une porte de sortie en avance, justement, pour pouvoir continuer à être performant sur l'échiquier international. Et le sport, évidemment, est une façon d'entrer, en réalité, dans l'économie internationale, et c'est une façon de nouer des partenariats économiques et diplomatiques avec d'autres États. Le plus connu pour nous, c'est évidemment, enfin probablement, en tout cas, c'est évidemment le lien entre le Qatar et la France, puisque en réalité, quand en 2011, le Qatar décide de racheter le Paris Saint-Germain, en fait, il ne décide pas de racheter uniquement le Paris Saint-Germain. En fait, il décide de pouvoir commencer à faire des affaires en contrepartie avec des grandes entreprises françaises. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises françaises dont certaines parts de marché sont possédées par le Qatar. Et il s'avère que, et ça c'est l'originalité notamment des monarchies pétrolières et gazières du Golfe, c'est qu'elles utilisent des fonds souverains nationaux pour influer sur le monde. Donc c'est véritablement l'État
qui décident. Là où pour la Russie, c'est un peu différent, pour la Chine aussi, là, on a véritablement des États complètement verticaux où, quand une décision est prise, elle est tout de suite, bien sûr, politique. Et aujourd'hui, quand vous avez cette décision, cette phrase d'Emmanuel Macron, justement, quand il dit que le sport n'est pas politique, en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, il prononce cette phrase parce que les liens diplomatiques et économiques entre la France et le Qatar aujourd'hui sont très importants et qu'il faut les choyer. Alors, peut-être revenir sur un autre enjeu, et par ailleurs un autre thème du programme de la GGSP, qui est la question du développement durable. On en a quand même beaucoup, on en parle beaucoup à propos du Qatar, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on en a parlé à Sochi aussi, sur le fait d'organiser à Sochi des Jeux Olympiques d'hiver. On en entend parler aussi sur la route du Rhum récemment. On parlait de l'impact justement environnemental. Bon, déjà, est-ce que c'est nouveau? Alors, Sochi, c'était déjà le cas, mais est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Mais peut-être aussi, est-ce que ce n'est pas une vision très occidentale, voire même une vision très européenne des choses? Et quel est ce regard peut-être dans d'autres régions du monde? Alors, c'est une question qui est intéressante. Déjà parce que elle a été la question du développement durable, de l'écologie, est venue finalement assez tardivement dans le monde du sport. Par exemple, quand la Russie obtient les JO de Sochi en 2007, ou quand le Qatar obtient le mondial de football en 2010, à ce moment-là, les questions écologiques sont beaucoup moins présentes justement dans les dossiers pour obtenir ces événements, en fait. Et donc, il faut bien comprendre que quand aujourd'hui on critique évidemment la Coupe du Monde au Qatar avec ses stades gigantesques climatisés dans le désert, quand on critique ces stades à juste titre, bien sûr, on se base sur des dossiers qui existaient il y a 12 ans, en fait. Pour les JO de Sochi, c'était 7 ans avant, effectivement. Donc désormais, normalement, sachant que le CIO, la FIFA ont promis justement de davantage étudier la question écologique, la question de la pérennité des stades, de leur utilité dans le temps, etc., on peut imaginer que dans un futur proche, dans une dizaine d'années, les événements seront davantage écologiques. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est qu'effectivement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne sur ces questions. Et comme j'ai essayé de l'expliquer dans ma démonstration jusqu'à présent, les pays occidentaux avaient pignon sur rue d'un point de vue sportif depuis à peu près 150 ans. Pour les pays émergents, ça fait à peine 20 ans, en fait. Et c'est là qu'il y a une dichotomie, en fait, de représentation. C'est que d'une part, vous avez des pays comme le Qatar, qui est le premier pays arabe musulman à obtenir un événement de cette ampleur-là, à qui on dit, mais vous le faites mal, en fait, vous devriez faire comme ça. Alors que pendant 100 ans, l'Occident avait tout fait mal, mais personne ne leur disait, en fait. Donc du coup, je pense que ce discours est actuellement très mal perçu, à la fois au Qatar, forcément, perçu comme un discours donneur de leçons, etc., mais surtout, il est très mal perçu de manière générale sur le continent africain, en Amérique latine, dans certains pays émergents d'Asie également, et notamment forcément en Chine. Et vous remarquerez que le boycott, la question du boycott pour le Qatar, par exemple, liée à plein de raisons, hein, mais là, en l'occurrence, on parle notamment de l'écologie, cette question du boycott, elle n'est évoquée qu'en Occident, en fait. Elle n'est pas évoquée ailleurs. Et c'est là qu'on voit qu'il y a deux façons de regarder cet événement. Et si en Europe, par exemple, et aux États-Unis, on a la sensation finalement de faire avancer une certaine cause, etc., je crois que sur le continent africain, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, l'Occident est à nouveau perçu comme donneur de leçons, moralisateur, moraliste, voire, si on va dans les extrêmes, mais malheureusement ce discours existe, raciste et néocolonialiste, en fait. Donc, il faut bien avoir ça en tête quand on se représente la question du boycott et ces éléments liés notamment à l'écologie, mais qui sont évidemment très, très importants et qu'il va falloir mettre sur la table
très rapidement, ce que la FIFA, je le répète, et le CIO ont promis, mais pour le moment, ça n'a toujours pas été suivi d'effet. Alors Gaël, est-ce que vous croyez qu'on a encore un temps de questions possible? Oui, Fanny, je pense qu'on peut encore prendre quelques minutes. D'accord, alors parce qu'on a encore deux petites questions. Alors justement, si on continue sur le Qatar, ces appels au boycott, comment les Qataris, en dehors donc de l'aspect, oui, qu'on a compris, moralisateur, etc., est-ce que les Qataris craignent pour leur image avec ces critiques? Et puis, est-ce que ça peut sensibiliser les entreprises, les sponsors? Est-ce que ça peut les pousser à faire des choix plus judicieux? Effectivement, il y a deux éléments. C'est que le Qatar doit parler à la fois à son audience nationale, donc aux Qataris, et en même temps, le Qatar doit parler au reste du monde. Et c'est évidemment très difficile de trouver le juste équilibre. C'était la même chose pour les JO de Sochi en 2014, pour les JO de Pékin en 2008-2022. À chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gouvernements oscillent entre à la fois contenter l'audience nationale et contenter l'audience internationale. Et généralement, les représentations sont tellement opposées que c'est un grand écart qui est quasiment impossible. Donc, selon les instants géopolitiques, disons, les gouvernements font des choix, en fait. Et je vais m'éloigner un peu du Qatar pour y revenir juste après. Mais par exemple, pour la Russie, en 2014, le gouvernement russe avait fait le choix de contenter avant tout son audience nationale. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de dire on est les meilleurs, on va remporter cet événement, on va faire grimper le patriotisme en Russie, etc., etc. On fait passer des lois ultranationalistes en même temps que l'événement se tient pour montrer aux Occidentaux justement qu'on n'a pas peur d'eux, entre guillemets, je caricature, mais c'était vraiment ça l'idée. Ce qui a contribué d'ailleurs, je vais vous montrer justement, je vais vous partager mon écran, parce que c'est assez intéressant, je trouve. Alors, hop. Regardez. Vous avez là les deux courbes de popularité et enfin la cote de popularité, disons, de Vladimir Poutine en Russie. Donc vous avez en bleu, pardon, ceux qui approuvent les activités du président russe en Russie, et en rouge, vous avez ceux qui désapprouvent. Et j'ai mis évidemment deux points, donc le point des JO de Sochi et le point de la Coupe du Monde de football 2018. Au lendemain des JO de Sochi, vous avez la courbe du président russe qui explose. On est passé à 88% d'opinion favorable, le nationalisme était au plus haut, il y avait la prise de la Crimée en même temps, etc. Bref, beaucoup d'éléments. Sauf que les Jeux Olympiques en Russie, ça résonnait aussi comme un élément de la guerre froide, c'était quelque chose de très important, donc ça a participé à faire grimper cette courbe de popularité. Et quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en 2018, quand vous avez la Coupe du Monde de football, là, la stratégie du gouvernement russe a été tout à fait différente. La stratégie du gouvernement russe, ça a été de dépolitiser au maximum l'événement pour contenter au maximum les populations étrangères, occidentales, mais pas uniquement. Et on a très peu vu, par exemple, Vladimir Poutine durant cet événement. On l'a vu au début, on l'a vu à la toute fin, mais pas entre les deux. Même lorsque l'équipe russe est allée en quart de finale, c'est Dmitri Medvedev, le Premier ministre de l'époque, qui s'est déplacé. Le président russe, lui, n'a pas montré son visage à ce moment-là. Donc il y avait vraiment cette volonté-là. Sauf que, vous pouvez le voir, le lendemain de l'événement, la courbe de popularité de Vladimir Poutine chute. Alors, plein de raisons à ça. Hein. Il y a eu une réforme des retraites, notamment, qui a été très mal perçue par la population, etc. etc. Mais ça montre bien qu'en libéralisant son pays durant ce fameux mondial, il a contribué aussi à aider, disons, la contestation en Russie même à exister. Et donc, on en vient du coup au Qatar, qui doit en ce moment même gérer ces deux dimensions, extérieure et intérieure. Et par exemple, 2 jours avant le début de la compétition, 2 jours avant le mondial, on a vu que le Qatar avait interdit la bière, à la fois, l'alcool, à la fois dans les stades et aux abords des stades. Qu'est-ce que ça révèle une décision comme ça, en fait, 2 jours avant, sachant que ça fait quand même des années que cet événement doit se tenir. En fait, ça révèle tout simplement que le gouvernement qatari a dû faire un choix conservateur pour éviter soit de trop choquer sa population nationale, soit de lui donner, de changer ses habitudes, ou en tout cas,
il fallait reprendre en main l'événement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été repris en main, cet événement, contre l'avis de la FIFA, qui, elle, avait noué des partenariats avec Budweiser, donc une marque de bière, qui devait vendre dans tout le stade sa bière, et qui avait préparé évidemment des stocks qui se comptent évidemment en milliers, voire centaines de milliers de litres de bière, qui, d'ailleurs, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire du coup, mais en tout cas, sans l'aval de la FIFA, sans l'aval de Budweiser, le Qatar a pris une décision on ne peut plus politique en disant que non, l'alcool ne sera pas présent dans les stades. Et ce n'est pas une question en fait, d'alcool en tant que tel, c'est une chose, mais il y a plein de stades en Europe où l'alcool est interdit, évidemment. Mais l'intérêt, là, c'est qu'on voit que la FIFA a perdu la main, en fait. La FIFA a perdu la main, la FIFA s'est vue dépossédée de son événement, au moins le temps de cette décision, et ça montre bien, finalement, que les marges de manœuvre sont en train d'évoluer et que les États prennent de plus en plus d'importance dans le sport international. Alors, pour répondre à votre question, Budweiser a annoncé qu'il remettrait la totalité de ses stocks à l'équipe qui gagnerait le mondial. Donc, vous voyez, c'est un enjeu de taille. Peut-être une dernière question. Les prochains grands événements ont lieu en Occident. On pense à Paris 2024, Los Angeles 2028. La prochaine Coupe du Monde a aussi lieu en Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada. Et c'est vrai qu'on assiste en ce moment même à beaucoup de remarques, y compris par exemple sur le brassard inclusif, etc., et où là, la FIFA, du coup, est rentrée un peu en bras de fer. FIFA régulièrement critiqué, CIO qui peut être aussi régulièrement critiqué pour d'autres raisons. Est-ce que on voit des réformes en fait sur la gouvernance du sport, de ces grands événements? Est-ce que les équilibres sont en train de changer, justement peut-être autour de ces préoccupations, alors peut-être très occidentales, hein, mais qui auront lieu dans des pays occidentaux pour le coup. Et alors justement, effectivement, si les instances transnationales du sport commencent à adapter leur discours pour justement être plus en phase, effectivement, avec les pays occidentaux, mais aussi avec les grands enjeux internationaux, ça c'est vrai. Pour le moment, ça n'est pas suivi des faits. En réalité, la FIFA, par exemple, est un bon exemple. En fait, ce sont des systèmes vraiment atypiques, hein, où chaque pays dispose de sa propre voix lors des élections, par exemple des présidents, ou lors de l'attribution des compétitions, etc. Et en fait, on assiste régulièrement à une forme de clientélisme pour justement savoir qui va obtenir les votes de qui, comment on va... voilà, il y a de nombreux pots de vin qui sont donnés, une corruption qui est assez importante. Concrètement, ces 30 dernières années, l'immense majorité des Coupes du Monde a été obtenue par, à un moment donné, une forme de corruption, en fait. Et là, pour le coup, je parle des Coupes du Monde occidentales et non occidentales. Il y a pas de... C'est pas catégorisé, c'est pas uniquement la Russie, c'est pas uniquement le Qatar, c'est aussi l'Allemagne, par exemple. Il y a des preuves dans cette direction également. Bref, donc ce système-là, ce système clientéliste, pour le moment, il n'est pas en train de changer. En revanche, le fait que les populations, pour le coup occidentales, se mobilisent en appelant au boycott, en appelant au fait de ne pas regarder l'événement Coupe du Monde, par exemple, ou des choses comme ça, pourrait faire office de déclencheur à un moment donné pour justement avoir une réforme à la tête de ces institutions. Malheureusement, ça n'est toujours pas le cas. Et au vu des premières audiences de la Coupe du Monde de football, notamment en France, on voit que ce boycott n'a pour le moment pas vraiment eu d'effet. Merci beaucoup. Merci à vous. Il nous reste une trentaine de minutes pour répondre aux questions. Alors, je vois que certaines questions ont déjà été posées pendant les échanges. On va en prendre une première. Alors, on revient à la Russie. On nous dit que la Russie participait depuis quelque temps sous bannière neutre aux compétitions sportives.
Est-ce que la décision Lucas Aubin, du CIO que vous avez évoqué tout à l'heure, à la suite de l'invasion de l'Ukraine, est-ce qu'elle a eu un réel impact sur le régime de Poutine, compte tenu de cette situation qui précédait? Alors, déjà, je pense que c'était disons, l'invasion de l'Ukraine par la Russie était un peu la goutte d'eau hein, c'est une sacrée goutte d'eau quand même, mais c'était un peu la goutte d'eau pour le CIO, pour les instances du sport international, puisque, en fait, comme l'évoquait l'internaute, en réalité, ça faisait depuis 2015 que la Russie était en grande difficulté d'un point de vue sportif vis-à-vis des institutions internationales du sport. En fait, il y avait cette affaire de dopage, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que je ne me suis pas attardé dessus. Mais en clair, les enquêteurs et de nombreux témoignages ont révélé finalement que durant les JO de Sochi, mais aussi avant et un peu après, la Russie avait mis en place un système de dopage d'État qui ne pouvait exister finalement sans l'aval des autorités russes au plus haut niveau, puisque les agents du FSB, donc l'ancien KGB, étaient eux-mêmes impliqués dans cette affaire de dopage, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que déjà les instances du sport international n'ont pas du tout réagi de la même façon au même moment. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu l'Agence mondiale antidopage qui est censée réguler le dopage à l'échelle internationale. On a l'Agence mondiale antidopage qui avait demandé à exclure la Russie des Jeux olympiques de Rio en 2016. Ce à quoi le CIO avait répondu non. Le CIO avait dit non, je suis maître en mon logis, pardon, c'est-à-dire que c'est mon événement, les Jeux Olympiques, donc c'est moi qui décide qui y participe ou qui ne participe pas. Donc en l'occurrence, la Russie y avait participé. 2 ans plus tard, l'enquête avançant, on a les JO de Pyeongchang qui se tiennent donc en Corée du Sud. Là, l'Agence mondiale antidopage recommande l'exclusion des athlètes russes et finalement, le CIO, face à de nombreuses preuves accablantes, décide d'exclure la Russie avec de nombreux bémols, entre guillemets, c'est-à-dire que l'exclusion n'est pas totale, les athlètes peuvent participer, mais sous bannière neutre, sans l'hymne, sans les couleurs russes, en fait, en clair. Et 2 ans plus tard, à nouveau, on a une nouvelle enquête qui exclut pendant 2 ans, donc on est en 2020, qui décide d'exclure pendant 2 ans la Russie de toutes les compétitions sportives internationales, idem en mettant les athlètes sous bannière neutre, sans couleur, sans hymne, etc. Et donc c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'intervient justement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et pour le CIO, mais aussi pour la FIFA, pour la plupart des fédérations internationales du sport, en fait, c'était véritablement, jusqu'à présent, elles avaient plutôt fait attention, en fait, à la Russie. En réalité, quand on regarde bien les choses, face à l'ampleur de l'affaire de dopage, les athlètes pouvaient quand même concourir. Finalement, le pouvoir russe n'avait pas été inquiété directement. Et il avait fallu attendre 2018 pour que les bannières russes soient interdites, ce qui était intervenu tardivement. Finalement, c'est dans ce contexte-là qu'on prend l'exclusion de la Russie le 24 février. C'est la suite en fait, logique d'une série en fait, de décisions qui avaient été prises à l'encontre des athlètes russes. Alors, une autre question qui fait référence à l'une des cartes que vous avez partagées. Vous avez montré une carte où apparaissaient les monarchies pétrolières et gazières qui se tournent depuis quelques années vers la Formule 1, sport qui présente un bilan carbone catastrophique, nous dit l'internaute. Est-ce que ça veut dire qu'on peut conclure à une forme de déplacement des sports dits polluants vers ces pays? C'est une bonne question, mais je ne pense pas que ce soit une volonté alors ça dépend ce qu'on entend par déplacement, en fait, mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont les pays les plus riches qui peuvent s'attribuer les sports luxueux, etc. La Formule 1 et la Formule E, donc Formule électrique, sont des sports où justement l'argent permet en fait très rapidement la création d'un grand prix dans un pays, dans une ville, etc. Et effectivement, les pays du Golfe ayant un
un potentiel financier extrêmement important, étant, comme je l'ai dit plus tôt, des pays qui utilisent des fonds souverains pour investir dans le sport. Donc on peut quasiment parler d'argent illimité à ce stade. Ça explique en fait pourquoi justement il y a eu l'apparition d'énormément de grands prix dans ces régions du monde ces dernières années. En fait. Et il faut s'attendre, je pense, à ce que ça aille encore de façon croissante dans les années qui viennent, sauf si, évidemment, intervient à un moment donné une régulation. Mais je ne crois pas qu'il y a une volonté de déplacement. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais des sports polluants. Ce n'est pas spécialement des sports polluants, c'est des sports tout court, en fait, je pense. Alors, un internaute qui nous écrit depuis la Réunion, qui enseigne à des terminales de la spécialité de géopolitique, et qui aimerait pouvoir nourrir son cours à partir d'autres exemples de sport moins mainstream que le football. Est-ce que vous pourriez lui indiquer d'autres sports qui auraient des enjeux géopolitiques significatifs? Bon, forcément, le football, c'est le sport majeur. Donc, c'est celui qui est le plus populaire dans la plupart des pays de la planète. Et c'est évidemment celui qui représente un enjeu politique important. Après, peut-être s'intéresser à des sports comme le tennis ou des sports comme le hockey sur glace, par exemple, qui ont d'autres intérêts. Alors, je vais parler de ce que je connais bien pour le coup, mais le hockey sur glace notamment, c'est l'objet en fait d'une forme de conflit géopolitique depuis la chute de l'URSS en fait, entre la NHL, donc le championnat canado-américain, et la KHL, donc le championnat russe, mais pas uniquement. Et ces deux championnats, en fait, se font un peu la guerre, entre guillemets. Et Vladimir Poutine a été à l'initiative, notamment, de la création de la KHL dans les années 2000, justement. Et son objectif, c'est de créer une ligue qui allait s'opposer frontalement à la ligue américaine et canadienne. Et il avait l'objectif, notamment, d'intégrer des pays à la fois chinois, mais aussi des villes, des clubs, pardon, à la fois chinois, mais aussi scandinaves, ou encore même ouest européens. Donc il y avait vraiment cet objectif-là de créer une émulation assez intéressante. Et je pense que, alors évidemment, la situation a commencé à changer depuis le 24 février dernier et l'invasion, mais ça reste, à mon avis, le hockey, un sport très intéressant à étudier et à transmettre à ses élèves, puisque d'une part, ça permettrait de parler de la guerre froide, de la guerre froide du sport, et du fait que le hockey était forcément un sport majeur, puisque c'était le sport favori au Canada, mais l'un des sports favoris aux États-Unis, et le sport favori en Union soviétique. Et aujourd'hui, ce conflit géopolitique existe toujours, simplement il a muté et il est très intéressant à étudier justement. Alors, on nous précise dans l'internaute que le hockey sur gazon peut également être un enjeu géopolitique intéressant à étudier, confère l'Inde et le Pakistan. Voilà. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais la question de l'Inde est aussi très intéressante de manière générale, puisque l'Inde est peut-être le seul géant, entre guillemets, économique de la planète qui n'a pas encore vraiment utilisé le sport comme un atout de soft power, comme les autres États le font traditionnellement depuis en gros, la chute de l'URSS. Néanmoins, et ça peut peut-être répondre aussi à une question à la question de l'internaute précédente, mais l'Inde existe grâce aujourd'hui, entre autres, au yoga à l'échelle internationale. On voit l'importance qu'a pris cette discipline, notamment dans les pays occidentaux. On sait que, évidemment, ça vient d'Inde, que ça a été diffusé à l'échelle internationale dans ce but-là. Donc, on n'est pas dans une stratégie, disons, classique, d'accueil d'événements sportifs, par exemple, à travers les sports les plus populaires. Là, on est plutôt dans la diffusion d'un sport qui représente l'identité nationale du pays en question. Donc, c'est aussi intéressant. Ça peut aussi être un cas d'étude intéressant justement à expliquer, à raconter à ses étudiants.
Alors, une autre question alors, qui nous invite à faire un peu de prospective. Est-ce que au-delà des puissances pétrolières qui deviennent des puissances sportives, est-ce que vous voyez émerger d'autres pays sur la scène de la géopolitique du sport? On fait référence dans la question à la candidature de l'Indonésie pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2036. On a effectivement des pays qui cherchent depuis longtemps à s'approprier des événements sportifs internationaux. On a effectivement l'Indonésie récemment, mais moi je pencherais plutôt pour le continent africain. Je pense notamment au Maroc, par exemple, ou à l'Égypte, des pays qui cherchent depuis vraiment une vingtaine d'années à s'approprier des événements sportifs de premier plan, mais qui n'y arrivent pas pour le moment. Mais je pense qu'à force de peaufiner des candidatures, à force de comprendre pourquoi ça échoue, etc., je pense qu'ils y arriveront. Et je pense notamment au Maroc pour une potentielle Coupe du Monde de football d'ici quelques années. Après, vu que c'est évidemment tous les 4 ans, ça peut nous amener à 8 ans, 12 ans, 16 ans. Mais en tout cas, j'irai de ce côté-là. Après, c'est vrai que la prospective en géopolitique, c'est généralement une très mauvaise idée, en fait. Alors, on nous invite à un changement d'échelle en nous posant une question sur les jeux, entre guillemets, régionaux et sur leurs enjeux géopolitiques. On fait référence aux jeux du Commonwealth, aux jeux de la francophonie, aux jeux asiatiques. Est-ce qu'il y a des enjeux là, spécifiques à ce type de compétition? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, pendant la décolonisation, dans les années 50-60, on a vu apparaître énormément de jeux régionaux qui favorisaient justement les jeux spécifiques, les sports spécifiques à chaque région du monde, en fait. Et donc, on a vu notamment apparaître les jeux asiatiques, par exemple, qui existent encore. On peut les lister. Alors, je les ai pas tous, je les ai pas vraiment en tête, à vrai dire, mais ils sont faciles à retrouver. Et en gros, tous ces jeux régionaux, en fait, prennent les sports traditionnels des régions en question, les réadaptent finalement et les modernisent pour justement pérenniser une forme de culture ancienne tout en l'adaptant au monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut voir se cristalliser des enjeux géopolitiques régionaux qui sont parfois méconnus, notamment en France et en Europe. Donc je pense que oui, c'est très intéressant d'étudier ces jeux régionaux. Après, en détail, il faudrait évidemment les voir au cas par cas. Il y en a un il y en a peut-être un qui est très connu, enfin la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule régulièrement. Et souvent, l'objet justement c'est une sorte de révélateur des conflits géopolitiques latents entre différentes nations, et ça peut aussi être un objet d'étude intéressant pour les À propos peut-être d'un sport régional, bon, il y a quand même un exemple, enfin je prends il me saute aux yeux, mais le rugby qui a longtemps quand même été un sport très très régionalisé, bon, à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle du monde. Il a assez bien réussi sa transformation en un événement mondial. Alors certes, tous les pays du monde ne sont pas représentés, mais tous les continents sont représentés, y compris l'Afrique, dans des événements alors qui sont certes pas en termes de diffusion la même diffusion que le football, mais là on est dans quelque chose qui s'y, en tout cas dans une transformation qui s'y apparente pour le coup. Oui, complètement. Ce qui est intéressant avec le rugby, c'est que on va assister justement à la mondialisation d'un sport sous nos yeux avec l'expérience de la FIFA. Donc, c'est-à-dire que peut-être que le rugby n'en fera pas les mêmes erreurs, en fait. Alors, je ne suis pas spécialiste, malheureusement, de la question, et c'est Carole Gomez qui l'est, elle n'est malheureusement pas là aujourd'hui pour nous éclairer. Mais effectivement, on s'aperçoit bien que le rugby commence à avoir pignon sur rue, que désormais, ça ne se cantonne plus uniquement au mondial.
par exemple, ou au tournoi destination, mais aussi les matchs de club commencent à véritablement être regardés, etc. Donc, il faut s'attendre, je pense, dans les prochaines années à ce qu'on en parle de plus en plus et ce que ça touche davantage, évidemment, de pays. Malheureusement, je ne suis pas beaucoup plus compétent sur la question que Carole Gomez. Alors, je relève une question assez précise sur la question de savoir si le Japon peut encore être considéré comme un grand pôle de diffusion des arts martiaux. Lucas Aubin, Le Japon, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise plusieurs vecteurs de soft power en fait, qui fonctionnent en fait, globalement. Je dirais que selon moi, les arts martiaux, disons, l'opération de diffusion des arts martiaux a réussi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, par exemple, vous pouvez pratiquer divers arts martiaux. On sait que de nombreux acteurs, notamment utiliser les arts martiaux pour représenter la culture japonaise et plus largement asiatique. Mais il y a d'autres dimensions à ce soft power-là, qui n'est pas uniquement sportif, mais qui fonctionne aussi. Il y a d'une part les mangas, qui ont véritablement explosé dans les années 90 et qui ont contribué du coup à diffuser à nouveau, d'une part, la culture japonaise, mais aussi, très présent dans les mangas, justement, les arts martiaux sous différentes formes. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vos élèves, en fait, sont très probablement des grands amateurs de manga et sont influencés directement par les arts martiaux via ces bandes dessinées. Et enfin, autre élément de la culture japonaise diffusée de façon massive, c'est les pratiques culinaires et la cuisine de manière générale qu'on a vu émerger depuis une vingtaine d'années à peu près en Europe et qui aujourd'hui à pignon sur rue dans de nombreux pays occidentaux et aussi non occidentaux. Voilà. Et puis, c'est peut-être un des rares, enfin, le Japon en tout cas est peut-être un pays dont le judo se réclame encore. C'est-à-dire, le football ne se réclame plus de l'Angleterre, ou un certain nombre de sports ne se réclament pas forcément du pays qui a vu naître. Le Japon, il y a toujours ceux qui pratiquent le judo ont encore un lien, ne serait-ce que de fidélité ou de respect envers le Japon. Ça reste quelque chose, sans doute ténu, mais qui est particulier quand même. Oui, vous avez raison. Le judo, c'est une philosophie de vie, en fait. Et cette philosophie étant héritée de la culture japonaise, forcément, on y voit une filiation directe. Ceux qui pratiquent le judo le savent. Il y a vraiment un code bien particulier, avec un moyen d'expression, etc., etc. Et Lucas Aubin, il y a quelques semaines, vous donniez un entretien au quotidien L'Équipe au sujet d'une prise de position d'une joueuse de tennis russe. Je crois que c'est la numéro 1 du tennis russe. Et est-ce que vous pouvez revenir sur cette prise de position et sur ce qu'elle peut révéler de la puissance d'un athlète? Complètement. Oui, ça c'est un élément qui est évidemment très important. C'est que comme je le disais plus tôt, le sport, c'est un instrument à double tranchant pour des États. Ça peut être utilisé justement pour les grandir, etc., mais ça peut aussi se retourner contre eux et contre leurs dirigeants. En l'occurrence, depuis que Vladimir Poutine a pris cette décision d'envahir l'Ukraine, énormément d'athlètes russes sont partis à l'étranger. Alors pour diverses raisons, parce qu'il voulait fuir le pays, parce qu'il se refermait sur lui-même, parce que certains refusaient potentiellement d'être mobilisés et envoyés au front, enfin pour plein de raisons différentes. Et on a vu du coup certains et certaines athlètes prendre la parole dans les médias pour justement s'élever contre le régime russe. Et on a eu notamment le cas de cette tenniswoman depuis Barcelone, donc, où elle résidait, donc Daria Kasatkina, elle s'appelle. Donc, c'est la numéro 1 du tennis russe. Alors, je ne sais plus combien elle est classée, mais elle est relativement haut. Et elle a déclaré, justement, elle a fait son coming out dans les médias. Donc, elle a révélé son homosexualité et s'est affichée avec sa petite amie. Et dans le même temps, elle a critiqué le régime de Vladimir Poutine de façon assez virulente. Évidemment, ces deux éléments-là, sont des éléments
compliqué à utiliser dans l'espace public russe aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous vous présentez en Russie aujourd'hui en étant contre la guerre et contre le régime de Vladimir Poutine et ses décisions politiques, vous risquez jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Si vous parlez sur les réseaux sociaux de votre homosexualité, si vous vous affichez dans la rue avec votre conjoint ou votre conjointe du même sexe, vous pouvez avoir une amende, voire être enfermé, puisqu'il y a une loi en Russie depuis 2013 qui pénalise ce qui est appelé la propagande homosexuelle. Donc, ces deux éléments montrent qu'un athlète à l'étranger peut utiliser les médias pour justement diffuser une certaine parole et s'opposer directement au régime russe. Et en l'occurrence, étant donné que c'est la numéro 1 du tennis russe, en réalité, elle ne peut pas être ignorée par les médias en Russie, qui n'ont pas manqué de réagir, que ce soit les médias sportifs ou les médias d'État, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs, qui l'ont énormément critiqué, etc. Mais ça a eu pour effet, en tout cas, de créer un débat en Russie, là où on aurait pu imaginer que ça allait être, que la poussière allait être mise sous le tapis si la personne n'avait pas été une athlète de haut niveau, par exemple. Une question, on va prendre une dernière question. Alors, sur la stratégie sportive de la Chine, on a un petit peu moins parlé. Comment situeriez-vous cette stratégie? Est-ce qu'elle se rapproche plus de celle de la Russie ou alors du Qatar, ou est-ce que c'est une voie singulière? Ah, votre micro. Voilà. Lucas Aubin, votre micro est fermé. Hop. Voilà. Je disais, j'avais justement préparé un schéma sur la question. Enfin, je l'avais préparé dans le PowerPoint en question. Effectivement, il y a différents modèles sportifs et c'est toujours intéressant de les étudier justement pour comprendre les spécificités nationales de chaque pays. En l'occurrence, la Chine a mis en place un système qui s'appelle le Zhuguo Tiji, donc qui signifie en mandarin le soutien de tout un peuple à son élite sportive. Et l'objectif, en gros, c'est de créer un système de détection dès le plus jeune âge des jeunes, disons, brillants dans tel ou tel sport, pour ensuite les élever au plus haut niveau. Donc, c'est ce que vous pouvez apercevoir dans le schéma à côté. Donc, c'est un système national, pensé, théorisé. Et il a ceci d'original qu'il a été pensé à travers le système, grâce au système soviétique du sport, mais aussi grâce au système américain du sport. Il faut savoir que la Chine communiste a eu deux moments avant disons, la chute de l'URSS. Un premier moment de rapprochement avec l'Union soviétique, un moment très, très, très important, évidemment, où on a vu énormément d'entraîneurs soviétiques partir en Chine pour justement éduquer les athlètes chinois, pour éduquer les entraîneurs chinois, etc., pour leur expliquer comment construire un modèle sportif performant. Sauf que ensuite, à partir de des années 70 à peu près, on a eu une rupture avec l'Union soviétique au profit des relations entre la Chine et les États-Unis. Notamment grâce d'ailleurs à, peut-être que vous êtes au courant, c'est généralement le sujet un peu tarte à la crème, mais c'est grâce à la diplomatie du ping-pong. Le moment où les deux puissances, la Chine et les États-Unis, ont commencé à se parler grâce à un échange d'athlètes, de pongistes chinois et américains. Et à ce moment-là, dans les années 70 puis dans les années 80, la Chine va s'inspirer du modèle aussi américain du sport pour en fait créer un modèle hybride entre le modèle soviétique et le modèle américain, mais toujours par contre contrôlé depuis les hautes sphères de l'État jusqu'à la base finalement de l'élite du sport chinois. Merci. Nous arrivons, je dois dire, trop vite à la fin de cette visioconférence. On aimerait bien discuter les prolongations. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci, un très grand merci à vous, Lucas Aubin, pour cette conférence extrêmement intéressante. Tous les documents que vous avez partagés, je crois que ça a beaucoup intéressé nos internautes.
Merci également à vous, Fanny Mayoviel et Henri Simoneau, pour les questions et votre présence. Puis merci à toutes et à tous qui avaient suivi cette visioconférence, qui, je vous le rappelle, sera très prochainement disponible sur des plateformes pour être revue en replay, comme on le dit dans le monde du sport. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.